Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une autre vidéo Clos Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits et de vidéos aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. En fait, ça fait plusieurs vidéos que je vois dans d'autres types de sphères de YouTube et j'adore regarder ces vidéos-là qui sont du type « Je réagis à vos opinions controversées ». En anglais, souvent, c'est reacting to unpopular opinion », donc réagir à des opinions pas très populaire. Et donc, je me suis dit ça pourrait être drôle de faire ce genre de vidéo pour le tricot. Et j'ai écrit sur mon Instagram, j'ai posé la question, quelles sont vos opinions controversées? Et aujourd'hui, je vais y réagir. Donc, j'en ai eu quelques-unes. Je vous le lis. Je ne lirai pas les noms, bien sûr, ça va rester entre moi et vous. Mais la première que je vois, c'est quelqu'un qui dit « Je trouve ça interminable de tricoter des bas ». Je sais pas si c'est si controversé que ça. En fait, je pense qu'il y a vraiment deux camps. Moi, je fais partie du camp qui adore tricoter des bas. Et de plus c'est, j'aime tricoter des bas plates. Tu sais, des bas juste en jersey. Merci, bonsoir, on tricote et on finit. J'adore tricoter des bas parce que, en fait, pour moi, le côté le fait de faire du jersey en rond pour une longue quantité de temps, oui, c'est long, mais ça m'occupe les mains sans avoir à prendre de la place dans mon cerveau. Donc, c'est une manière pour moi d'être zen, d'être calme et de pouvoir le faire aussi pendant que je fais autre chose. Donc pour moi, oui, c'est vrai que c'est long, mais faut avoir évidemment le plaisir de tricoter du jersey. Et non, on le fait pas pour le plaisir de découvrir des nouvelles techniques ou de faire des points qui sont particulièrement impressionnants, quoique il y a des chaussettes qui sont faites avec des points complètement flyés aussi. Donc voilà pour la première opinion controversée. La deuxième opinion controversée, c'est quelqu'un qui me dit « J'aime ça rentrer mes fils à la fin d'un projet. » Ouais, ben je suis pas dans ce camp-là. C'est définitivement une opinion controversée, je pense, parce que la plupart des gens détestent rentrer leurs fils à la fin des projets. Il y a même des gens qui choisissent leur projet selon le nombre de fils qu'il va avoir à rentrer à la fin. C'est-à-dire que si ils savent qu'ils vont se retrouver avec 50 fils à rentrer à la fin parce qu'il y a de l'intarsia ou du color work qui va changer, les gens vont carrément ne pas faire ces projets-là pour ne pas rentrer leurs fils. Moi, je suis du style à rentrer mes fils au fur et à mesure quand ça paraîtra vraiment pas, quand ça va être très subtil. Et là, dans ce cas-là, ça me permet de rentrer moins de fils à la fin. Mais je vais vous avouer que j'ai des chandails qui n'ont pas les fils rentrés. Hein. Si on revire à l'envers certains de mes projets, on aura des surprises parce que rentrer les fils, des fois, ça me tente juste pas. Ensuite, quelqu'un me dit « J'aime bien le superwash, c'est tellement pratique. » Et malheureusement, j'ai pas le restant du commentaire, mais je pense que la personne dit « est facile à entretenir. » Controversé? Pas controversé. Je pense que ça dépend du milieu dans lequel vous êtes côté tricot, c'est-à-dire qu'il y a une grosse vague de gens qui ont recommencé il y a quelques années à utiliser des laines non superwash, donc des laines non traitées. J'ai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Là, je sais pas, où j'en parle. Il y a quand même une grande vague de gens qui le font, mais je crois que le superwash a encore énormément de popularité dans la plupart des milieux, c'est-à-dire que pour les gens qui ne sont peut-être pas aussi geek ou aussi intense dans le tricot que les podcasteurs que nous sommes, là, je pense que c'est encore un processus ou une fibre qui est utilisée énormément pour, oui, c'est vrai, le côté pratique de pouvoir le mettre à la laveuse. Vous voyez, récemment, j'ai tricoté plein de chaussettes pour mon mari et j'avais pas réalisé que en fait, une paire de toute la gang qui était une de ses préférées en plus était en non superwash. Et mon mari a tendance à
faire son propre lavage, ce qui est génial, mais à tout mettre dans la laveuse parce qu'habituellement, les chaussettes en superwash, on les lave à la laveuse, mais on les sèche à l'air libre. Et donc, il a mis ses chaussettes à la laveuse. Pas juste une fois, parce qu'après une fois, il était encore correct, il était encore passable, il pouvait les porter, mais 2 fois. La deuxième fois, c'est fini, il ne pouvait plus les porter, ils sont ultra feutrés. Donc oui, ça a sa place dans le milieu du tricot. C'est aussi, avec le processus superwash, c'est plus facile d'avoir des couleurs super vives sur la laine. Donc pour les gens qui adorent les couleurs extra flash, le superwash aide à ça. Évidemment, c'est un peu moins écologique, mais je pense pas que ça soit une opinion nécessairement controversée que d'aimer le superwash. Ça dépend, moi, vraiment, dans quel but. Pour les chaussettes, oui. Pour le reste, pour moi, personnellement, j'aime moins ça. Ensuite, quelqu'un nous dit... les shop updates, donc les moments où les teinturiers ou les gens qui offrent des produits de tricot, les shop updates vont à l'encontre des valeurs du tricot. Oui, dans le sens où le tricot, souvent, on a une approche un peu plus slow living, plus... ouais. Les shop updates, donc quand les gens mettent des produits en batch sur leur boutique, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a une espèce d'effet d'excitation puis de vouloir acheter vraiment le plus vite possible pour pouvoir avoir le produit, ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas accès à certains produits puisque ça part très vite et qu'il faut être faut être là au moment où le produit est mis en ligne pour pouvoir l'avoir. Le problème, c'est que faudrait trouver une solution qui fonctionne différemment. C'est-à-dire que dans le monde du tricot, si on est un artisan, on produit probablement moins que, évidemment, des grosses compagnies. Donc, on peut pas avoir des produits qui sont mis sur notre boutique au compte-gouttes parce que de un, c'est pas facile côté temps parce que évidemment c'est mieux de faire des batchs, right? Tu fais une batch de produits, puis là, tu fais, mettons, toute ta teinture, après ça, tu fais toutes tes étiquettes, après ça, tu sets toute ta boutique, puis tu mets tout en même temps. Parce que si tu y vas au fur et à mesure que tu le fais, tu teintes, tu truc, là, c'est pas sustainable. C'est pas, les gens vont se brûler à faire ça. Mais il y a aussi une limite à ce qu'ils peuvent produire. Donc, quand ils font des shop updates, je pense pas que c'est pour rendre le produit... je pense pas que les shop updates, c'est pour faire faire mousser, puis rendre les gens excités, puis les rendre comme... de même à avoir votre produit. Je pense que les gens le font vraiment parce que c'est la seule façon de mettre le produit en ligne. Les gens posent la question, quand est-ce que je vais pouvoir acheter ton produit? Quand est-ce que je vais pouvoir acheter ton produit? C'est mieux de le dire à tout le monde, de dire voici quand le produit va être disponible. Puis que les artisans en font le plus qu'ils peuvent pour pouvoir fournir à la demande, mais la demande est plus élevée que l'offre. Puis dans ce temps-là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Il y a certaines... Je connais un fabricant de fuseaux qui en fait des updates, mais il l'annonce pas. Donc l'update arrive quand il arrive, puis les gens le voient quand ils le voient. Mais c'est pas moins frustrant parce qu'en fait, les gens des fois se mettent à regarder le site internet à toutes les heures pour voir s'il y a des produits. Puis ça fait perdre beaucoup de temps aux gens qui essayent d'avoir leurs produits. Donc, tu sais, à part la précommande, qui pourrait être des options peut-être plus relax, plus slow living, plus chill, mais en même temps, ça nous permet pas de voir le produit. Il faut le commander avant de l'avoir vu ou il faut le savoir exactement ce qu'on veut. C'est un peu touché, puis je comprends la position, mais j'arrive pas à voir quelle serait la solution dans ma tête. Donc, si vous avez des solutions par rapport à ça ou si vous connaissez des milieux dans lesquels ça fonctionne différemment, dites-moi là, je serais bien intéressée de savoir comment ça fonctionne. Ensuite, là, vous devez entendre mon chien atchoumer en background. Ça va. Il va bien. Ensuite, quelqu'un me dit on n'est pas supposé de faire des nœuds dans un tricot, mais moi, j'aime bien en faire des fois. Moi, j'aime pas les nœuds. J'aime pas ça pour plusieurs raisons. 1. Dans la plupart des patrons ou dans la plupart des motifs, on va le voir, le nœud.
Si on fait un nœud en arrière, on le verra pas, mais pourquoi faire un nœud qui va donner une texture à l'arrière de notre tricot quand on peut simplement rentrer nos fils, puis les fils sont très bien sécurisés, là. C'est pas vrai qu'après avoir rentré son fil dans 4-5 mailles, il va se défaire jusqu'à faire un trou dans notre tricot. Jamais, je n'ai rentré des fils, puis qu'à un moment donné, ça s'est défait. Un nœud, par contre, ça se défait. Donc, si on fait juste faire un nœud puis qu'on rentre pas les fils, éventuellement, ça se défait. Il y a le Magic Knot qui est très, très fort et qui ne se défait pas. Par contre, parce que c'est un nœud qu'on fait et qu'on continue à tricoter, il peut apparaître en avant, en arrière, on sait pas. Puis, pour moi, c'est une question de texture, j'aime pas. Dans le crochet, ça passe très bien parce que le crochet est très texturé, donc on verra pas le nœud magique. Mais c'est vrai que moi, je suis d'avis à 100% que les nœuds dans le tricot, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas nécessaire. Voilà. Ensuite, quelqu'un me dit, j'en avais 2 commentaires comme ça. Quelqu'un m'a dit, le mohair, c'est overrated. Et quelqu'un m'a dit, je n'aime pas tricoter du mohair. Écoutez, le mohair, c'est... On aime ou on n'aime pas. Et c'est vraiment une mode énorme. Et ça a commencé, ça fait quand même longtemps et ça continue, ça perdure. Fait que je pense pas vraiment que ça va arrêter d'être aimé, le mohair. Ça a plein d'avantages, mais bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Il n'y a rien qui est pour tout le monde. Donc, bien sûr, c'est vrai que y a des gens qui vont trouver que le mohair est hyped, donc qui est poussé partout, par tout le monde. Incluant moi, j'adore le mohair, mais si on est quelqu'un de qui a souvent très chaud, le mohair, ça rajoute une couche de chaleur de plus dans un chandail où on double, mettons, notre fil. Pour les gens, il y a des gens pour qui ça pique beaucoup, il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires avec le mohair parce que c'est une fibre qui est volatile, c'est dispendieux. Tout ça fait que ça se peut très bien que vous aimiez pas le mohair, puis je vous aime pareil. Ça va, je comprends votre non-amour du mohair. Quelqu'un me dit, on parle pas assez de l'inclusivité pour les petites tailles. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Quand on parle d'inclusivité, évidemment, on parle d'inclusivité. Ça serait Je vais recommencer. Quand on parle d'inclusivité, souvent, c'est pour parler des tailles plus grandes. Parce que c'est ça qu'on a besoin le plus dans notre société, dans notre monde de tricot. C'est les tailles très grandes qui sont trop souvent négligées et qui n'existent pas dans les patrons. Plus souvent que le contraire. Mais, après, quand on a parlé de la discussion de l'inclusivité sur les plus grandes tailles, c'est vrai que il y a certains patrons qui sont aussi non inclusifs dans le sens contraire. Les gens qui sont particulièrement petits se retrouvent avec des modèles qui leur font comme une tente. Surtout les modèles très, très oversized, donc les modèles qui ont beaucoup d'aisance positive, évidemment, sur quelqu'un qui, mettons, a une poitrine, je sais pas moi, de 45 pouces, avoir 10 pouces d'aisance, c'est une certaine quantité. Sur quelqu'un qui a une poitrine de 30 pouces, 10 pouces d'aisance, c'est beaucoup plus en proportion, right? Donc, je pense que c'est vrai que quand on descend dans les tailles très petites, moi souvent, je fais la taille X small ou la taille numéro 1. Dans les patrons les plus inclusifs, je fais la taille numéro 2, ce qui est merveilleux. Mais tu sais, on s'imagine que je suis pas la personne la plus petite, là. Il y a définitivement des gens plus petits que moi, plus minces, avec une cage thoracique plus menue, etc. Donc, je peux comprendre que c'est frustrant parce que même moi, parfois, je regarde des patrons et la taille la plus petite ne m'ira pas. Donc, je dois faire des ajustements. Et donc, avec la mode du oversize, l'inclusivité envers les tailles vraiment plus petites devient des fois un petit peu un problème. Donc voilà, ça n'enlève absolument pas la discussion, évidemment, pour les tailles plus hautes. Quelqu'un me dit « Je ne suis pas intéressée par l'affilage ou la teinture. » C'est sûr que
ces temps-ci, il y a des vagues de choses, là. Il y a une grosse vague de gens qui se mettent au filage, moins inclus, ou il y a des gens qui tricotent puis qui se mettent à la teinture parce que la couleur les fait triper. Mais ça se peut que tout ce que vous ayez envie de faire, c'est tricoter. Puis ça finisse là. Moi, la teinture, ça m'intéresse pas en tout. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, j'ai pas envie de rajouter une corde à mon arc dans ce sens-là. Le filage, ça m'a pogné. Puis je suis vraiment contente et je l'impose pas à tout le monde, c'est sûr. Si ça vous tente pas d'en faire, ça vous tente pas d'en faire. Mais c'est vrai qu'on l'entend rarement. La plupart des gens qui tricotent depuis longtemps finissent par s'intéresser à soit le filage, soit la teinture, quelque chose qui vient dans l'étape avant le fait de tricoter. Est-ce qu'il m'en reste? Oui. Je déteste le Feather and Fan Stitch. Je trouve ça absolument hideux. C'est une opinion très claire. J'ai fait une vidéo récemment sur le Feather and Fan Stitch. Je trouve ça joli quand c'est utilisé correctement. Évidemment, c'est un point qui est très, très... qui a de la personnalité, mettons. Fait qu'il faut aimer ce style-là. Je peux comprendre pourquoi on n'aimerait pas ça. Ça peut, si c'est over-utilisé, avoir l'air très vieillot, peut-être. Mais ça m'a bien fait rire de lire ça. Quelqu'un me dit, je pense que c'est le dernier, est-ce vraiment éthique de faire des élevages de moutons alpaca pour en prendre la laine? C'est un gros enjeu. Et je pense que comme dans tout ce qui est relié aux animaux, l'important, c'est que les gens qui font l'élevage de ces animaux le font par amour pour l'animal, par désir d'avoir aussi un écosystème qui fonctionne pour l'animal, pour eux, etc. Donc souvent les gens qui vont avoir de la laine, de mouton ou d'alpaca ou etc., ce n'est pas la seule chose qu'ils font. Souvent, ils n'ont pas un troupeau seulement pour la production de laine ou de fibres, mais ça peut être un produit dérivé de. Et donc, quand on parle d'animaux, évidemment, il y aura toujours des gens qui le font de façon non éthique et des gens qui le font de façon éthique. Donc, c'est à nous, en tant que consommateurs, d'aller vers des producteurs, des boutiques, des gens qui se rapprochent le plus de nos valeurs. Et donc, c'est un enjeu où je pense pas qu'il y aura jamais de tout blanc ou tout noir. Ben, tout noir, oui, ça peut. Mais c'est difficile dans le monde où on vit d'être éthique à 100% du temps sur tous nos achats, malheureusement. Mais on peut faire des recherches pour trouver la solution la plus acceptable dans nos valeurs. Donc, vraiment, j'essaie le plus possible de consommer des fibres qui, selon moi, ne sont pas à la base du problème, mais plutôt qui tendent vers une solution. Et voilà. Fait que ça, c'est une opinion qui n'est pas nécessairement, non seulement controversée, mais aussi très, très difficile à discuter. Parlez-moi-en dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des choses dans ce que j'ai dit aujourd'hui, dans les opinions controversées, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez des opinions controversées différentes de celles que j'ai reçues par Instagram? Mettez-les dans les commentaires. Si j'en ai assez, je ferai une deuxième vidéo sur vos opinions controversées par rapport au tricot. J'espère que ça vous a donné un peu de divertissement et un petit rire à gauche à droite. Je vous souhaite une super belle journée. Bon tricot. Bye!